Alors, dans le cadre du partenariat Université populaire européenne de Grenoble et le Festival de géopolitique, nous avons la chance de pouvoir dialoguer avec le professeur Jean-Jacques Roche, directeur de la formation des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de défense nationale. Alors, quelques questions. D'abord, est-ce qu'on va vraiment vers une Europe de la défense ou une défense de l'Europe? Question difficile, et cela depuis l'origine, en fait. Il faut bien se rappeler qu'à l'origine de l'Europe, il y a une nécessité de défendre les valeurs de l'Europe, et l'une des premières réalisations a été cette réflexion sur une communauté européenne de défense. Malheureusement, l'échec de cette communauté européenne de défense a été un handicap qui a pesé en permanence sur la réflexion relative à la sécurité et à la défense, et donc on a privilégié finalement l'économie et l'intégration par le marché. Il va falloir attendre en fait l'acte unique en 1986 pour que l'idée d'un possible pilier européen de la défense revoie le jour. Et depuis lors, on a eu différentes moutures. On a eu dans un premier temps l'idée selon laquelle l'UEO, l'organisation qui avait été créée à la suite de l'échec de la communauté européenne de défense, devait être le bras armé de l'Europe. Ensuite, à partir de Maastricht, on a réfléchi à la possibilité d'avoir un pilier européen de la défense à l'intérieur de l'OTAN, et depuis le traité de Nice, il y a cette idée selon laquelle il faut une identité européenne de défense. Donc les choses avancent, l'Europe multiplie les interventions extérieures dans des zones souvent ignorées par les grandes puissances, principalement l'Afrique, et nous avons aujourd'hui une multiplication d'initiatives, mais ces initiatives sont désordonnées, et il est très difficile de voir où cela va nous mener. En tout état de cause, il est quasiment impossible de voir dans ces initiatives le mécanisme qui va enclencher un spillover effect, c'est-à-dire cette dynamique qui a été au cœur de la construction européenne. Ceci étant, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À moitié vide, bien c'est l'Europe qui reste définitivement un nain politique et une larve militaire, un verre à moitié plein en disant bien que 27 pays sont quand même capables de trouver des idées communes à défendre, c'est la stratégie globale de l'Union européenne, et donc tout dépend du rayon de soleil qui perce à travers les vitres et de l'enthousiasme que l'on peut mettre dans cette réflexion sur l'Europe de la défense. Et à votre avis, est-ce qu'il y a au fond aujourd'hui une forme d'unité européenne entre les 27, d'unité vers une intégration, y compris militaire? Alors l'intégration économique c'est faite, l'intégration militaire nous en sommes très loin. Et là je voudrais prendre l'exemple du papier d'Annegret Kramp-Karrenbauer sur l'idée d'un porte-avions européen. Une idée qui est totalement saugrenue d'un point de vue militaire. On a déjà réfléchi d'ailleurs à un porte-avions franco-anglais, et c'est quasiment impossible pour des raisons de responsabilité, d'assurance, et pour des raisons de personnel. En France, on n'a pas la possibilité d'avoir un deuxième porte-avions parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un équipage européen, un équipage français. Donc un porte-avions européen, c'est un non-sens absolu. Ceci étant, la proposition d'AKK est extrêmement intéressante parce qu'un porte-avions, c'est avant tout l'instrument d'une diplomatie maritime. Et donc, cela porterait dans le monde les couleurs de l'Europe. Dans le même temps, ce porte-avions montrerait que l'Europe de la défense n'est plus simplement la coopération entre des États, mais c'est véritablement une intégration qui a réussi. Donc, on est là face à une idée perturbatrice, totalement démagogique et impossible à réaliser, mais qui est une idée malgré tout intéressante pour donner la voie de ce que devrait être une intégration militaire en matière, une intégration européenne en matière de défense. Mais cette idée
que vous considérez comme saugrenue, elle vient de quelqu'un qui est susceptible de devenir la chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est peut-être pas si saugrenu que ça, et si démagogique que ça. Si, c'est totalement démagogique puisque c'est là la responsable d'un parti politique qui a pris une position contraire à celle exprimée par la chancelière Angela Merkel en novembre 2018 devant le Parlement européen, position qui était à l'époque très proche de celle présentée par la France en 2017 par le président Macron lors de son discours à la Sorbonne. Donc là, on voit qu'au sein du même parti, la personne qui est en charge a une position plus diplomatique et qui fait un lien avec la position française, alors que là, nous avons une position qui est très idéologique et qui a, sans m'engager, qui n'a aucune chance de devenir un jour... Et comment vous voyez les autres États? Parce que là, il faut focaliser sur l'Allemagne, mais par exemple, est-ce que la Pologne, est-ce que la Hongrie est intéressée par la dimension militaire de l'Europe? La difficulté de l'intégration militaire en Europe est liée à la fois à des questions géographiques, à des raisons historiques, à des raisons institutionnelles et à des raisons culturelles. Les raisons géographiques sont évidentes. Quand on a une carte de l'Europe sous les yeux, il est clair que la Pologne, que les États baltes regardent vers la Russie, que l'Allemagne regarde plutôt vers l'Est et vers son hinterland, que la Grèce regarde vers la Turquie, que la Grande-Bretagne regarde vers le Grand Large et les pays de la Méditerranée regardent vers le sud. Les raisons historiques, bien comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fait qu'on a des interprétations différentes de l'échec de la communauté européenne de défense. Il y a aussi les plans Fouchet qui ont marqué la dynamique de cette intégration politique de l'Europe. En termes institutionnels, il faut voir qu'il y a des États neutres en Europe. Nous avons quand même 4 États neutres, la Finlande, la Suède, l'Autriche et l'Irlande qui ne peuvent pas s'intégrer dans une alliance militaire. Nous avons en même temps, d'un point de vue institutionnel, des différences majeures entre une armée française qui est véritablement sous les ordres du chef de l'État, qui est le chef des armées, qui dispose d'un domaine réservé, et malgré la révision constitutionnelle de 2008, le président de la République a une très grande marge de manœuvre pour lancer des opérations, alors qu'en Allemagne, on parle d'une armée parlementaire. On ne peut pas engager un soldat allemand sur un territoire extérieur sans avoir l'accord du Parlement. Et encore, il a fallu une intervention de la Cour suprême allemande pour arriver à ce que l'Allemagne envoie des soldats à l'étranger. Donc, institutionnellement, nous avons des approches très, très différentes. En plus, il y a la question de l'OTAN, il y a les pays très atlantiques, à savoir le Danemark, les Pays-Bas, il y a les pays qui sont mitigés comme l'Allemagne, puis il y a des pays qui chercheraient une plus grande autonomie comme la France. Donc, différences institutionnelles. Enfin, il y a des différences culturelles majeures. Nous n'avons pas la même perception de ce que doit être la puissance. D'ailleurs, il n'y a que la France qui parle d'Europe puissance. Les autres États n'ont pas du tout envie de cette puissance pensée selon les canons français. Et puis, il y a également la question de l'approche globale. On n'a pas du tout la même conception de ce que doit être l'approche globale. Je parle là des opérations de consolidation de la paix. L'approche globale pour les Français, c'est une approche dans laquelle il doit y avoir une sécurisation et ensuite une consolidation, c'est-à-dire l'envoi d'experts qui vont restaurer ou créer un état de droit, alors que pour la majorité de nos partenaires, à commencer par l'Allemagne, l'approche globale, c'est une approche simplement en termes de consolidation qui permet de faire l'économie d'envoyer des militaires. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas trop changé d'avis. L'Europe va rester un nain politique et une larve militaire.
La formule n'est pas de moi, elle est d'un ancien Premier ministre belge, Marc Eskens, qui en faisait le constat en 1990. Les choses ont malgré tout changé depuis 1990. Les choses ont changé depuis les années 60, quand Kissinger, lorsqu'on lui parlait de l'Europe, demandait le fameux numéro de téléphone. L'Europe est présente sur des théâtres extérieurs, avec depuis l'opération Artemis, vraiment une présence sur un continent qui était oublié par les organisations internationales et les organisations régionales de sécurité. Donc ça, c'est un apport. Il y a en matière industrielle des progrès qui ont été faits avec la création de l'Agence européenne de défense, avec un renforcement de la BITDE à travers le package, enfin les deux packages de 2009, qui permettent d'ouvrir, puisque le marché de l'armement était distinct des règles normales du marché commun, et bien là, ces règles de la libre concurrence ont pénétré le domaine de la défense. Il y a depuis la création, depuis le traité de Lisbonne, une identité européenne qui se manifeste à la fois par le fait que l'Europe a renoncé à ses grandes idées d'être un objet politique non identifié et a enfin accepté l'idée qu'elle devait être un objet classique avec sa propre identité, donc une personnalité morale, une personnalité juridique, ce qui est une avancée considérable, ce qui se traduit par la création du service d'action extérieure, lequel n'est pas sans avoir eu des résultats assez probants, notamment en matière de dialogue avec l'Iran, en matière de réflexion sur une stratégie globale de l'Union européenne. Donc là, c'est un véritable progrès. Il y a une clause de sauvegarde qui a été utilisée, mise en œuvre par la France après le Bataclan. Et puis, il y a le Fonds européen de défense, le FED, qui est véritablement une amélioration, puisque jusqu'à présent, l'Europe acceptait de financer la recherche en matière de sécurité, mais non pas la recherche en matière de défense. Là, désormais, les budgets se compteront en dizaines de milliards, enfin, 10 milliards, 10-13 milliards d'euros à partir de 2020, mais tout cela pour des investissements en matière de défense financés par l'Union européenne, c'est véritablement une avancée. Et puis il y a ces fameuses coopérations structurées permanentes qui permettent à un certain nombre d'États qui ont des objectifs en commun de travailler ensemble et de mettre en œuvre d'après des schémas originaux, c'est-à-dire on est vraiment dans les cercles concentriques ou dans les noyaux durs, on choisit ou non d'y aller. Là, on a la PESCO qui a été sur une initiative largement allemande, qui était capacitaire à l'origine, avec 14 projets plutôt capacitaires, mais depuis novembre 2018, on a des projets qui ne sont plus simplement capacitaires, qui sont aussi des projets en matière d'intervention, enfin de construction de matériel militaire. Et enfin, nous avons l'initiative européenne d'intervention qui vise à créer une culture commune d'intervention et qui est déjà mise en place. Bon, le projet est celui du président Macron en septembre 2017 à la Sorbonne, et aujourd'hui l'Académie du renseignement, l'Académie européenne du renseignement, qui l'appelait de ses voeux, a été baptisée il y a quelques jours. Donc les choses avancent, et encore une fois, on peut se gargariser de ses succès, mais c'est sans doute prématuré, mais on ne peut pas non plus dire que l'Europe fait du marche à reculons. Donc on va avoir bientôt un institut des hautes études de défense européenne? Alors, il y a une réflexion qui est... Et ce sera la fin de notre entretien. Il y a une réflexion qui est menée sur le sujet. J'avoue que je suis assez heureux de voir que certaines idées qui émanent d'universitaires peuvent diffuser. L'idée de cet Institut des hautes études de défense européenne est fondée sur
mon expérience de directeur des études à l'IHEDN. L'IHEDN est un institut très particulier qui relève du Premier ministre en France et qui a pour but de diffuser une réflexion de défense auprès de la société civile. Accessoirement, on a aussi le rôle de civiliser les militaires, ou civilianiser les militaires, mais là c'est autre chose. Et donc cet institut a véritablement œuvré pour diffuser cette réflexion de défense, et il y a un résultat qui est palpable. Il y a plus de Français aujourd'hui qui sont en faveur de la dissuasion nucléaire que de Français en faveur du nucléaire civil. Et là, c'est véritablement l'un des résultats de cet institut. Et je crois que cet institut, qui est réputé pour les réseaux qu'il a créés, a un modèle qui pourrait être diffusé au niveau européen, à savoir qu'il s'agirait d'imiter finalement les comités d'hommes sages de Jean Monnet. Jean Monnet disait que pour que l'intégration puisse se faire, il fallait réunir des hommes de bonne volonté qui auraient appris à se connaître, à travailler ensemble, tout en partageant le même objectif. Et cet institut, en réunissant tous les ans 3 ou 4 personnes de chacun des États, avec une dizaine d'étapes dans l'année, de 2 jours, donc on ne prend pas beaucoup de temps, ça ne coûte pas cher. On se rend en Allemagne où on rencontre la chancelière, le chef d'état-major, le responsable, ou plutôt la responsable de la direction générale des armements allemande, quelques responsables d'entreprises, Rheinmetall ou Krauss-Maffei, et puis on va au Parlement. Dans le même temps, on fait travailler sur le modèle de l'IHEDN les gens dans des comités. C'est-à-dire ils ont un travail à rendre à la fin de l'année d'audition, et cela soude véritablement un réseau. Il me semble que si on utilisait cette expérience et qu'on l'appliquait à la réflexion européenne de défense, en une dizaine d'années, on pourrait réunir un petit millier de personnes qui, dans le temps, auront accédé à des hautes responsabilités, puisqu'il s'agit non pas d'être au niveau de ce qui existe déjà, le Collège européen de sécurité et de défense, qui est plutôt au niveau école de guerre, c'est-à-dire au niveau capitaine et commandant. Là, il s'agirait d'être au niveau supérieur, au niveau centre des hautes études militaires, le CHEM, qui est le dernier étage de l'enseignement militaire en France, et donc avoir plutôt des colonels, des députés, des professeurs d'université. Et il me semble qu'à moindre coût, en se donnant une petite dizaine d'années, on pourrait véritablement réunir le noyau des hommes et des femmes qui créeront à l'horizon 2030 cette défense européenne dont nous avons besoin. Merci, chers collègues, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci, cher ami.